Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui je vous présente le jeu Rogue Lord. Comme d'habitude, on va regarder ça puis on va voir est-ce que c'est pour vous. Donc tout d'abord, quand tu ouvres le jeu, tu as le menu. Juste retourner rapidement. Ici, tu as le tableau des personnages que tu as déjà débloqués. Vous pouvez voir que dans mon playthrough, j'en ai déjà débloqué 6. Quand tu commences le jeu, tu commences avec 3 personnages parce que dans ta run, quand tu pars jouer à Rogue Lord, tu as 3 personnages. Ici, c'est les artefacts que tu as collectés. Ça dit à peu près à quel chapitre tu es rendu. Donc, je suis au chapitre 3. J'ai déjà 2 artefacts. Et quand tu cliques sur le livre, tu commences ta partie. Donc, le menu est pas indiqué avec des mots, mais reste toutefois simple. Donc, une fois que le livre est ouvert, vous pouvez encore faire le chapitre 1 et 2, mais je vais lancer le chapitre 3 comme c'est là que j'étais rendu lorsque j'ai décidé de tourner la vidéo. Donc, vous décidez tout d'abord, est-ce que vous jouez en apprenti ou vous jouez en normal? La plus grosse différence, c'est vos points de démon, qui est une des mécaniques du jeu que je vais expliquer un peu plus tard. Mais si vous jouez en apprenti, vous avez 2 fois plus de ces demon points-là, qui sont aussi vos HP, donc plus facile. Ou si les ennemis ont un peu moins d'HP, plus facile. Il y a moins de challenge, donc plus facile. Bref, plusieurs choses qui rendent l'expérience plus le fun si vous voulez pas vous casser la tête trop. Mais les deux sont valables. Les deux vont vous donner les récompenses. Bref, faites celui qui vous plaît le plus. Donc, lorsque vous commencez la partie, certains effets sont mis sur la map. Entre autres, ici, on peut voir que lorsque vous arrivez dans la zone, votre démon reçoit 10 essences et max essences. Les essences sont ici, comme on peut voir en normal, j'en ai 50, en apprenti, j'en aurais eu 100. Donc, si j'irais dans cette zone-là, ça me montrerait à 60. Ici, ça dit « No essence is consumed », donc on ne consomme pas de nos essences si on utilise un Devil Power. Entre autres, ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est que pendant vos combats, vous pouvez tricher. Puis en trichant, ça l'utilise de vos points de vie, qui est ces démoniques essences-là. Donc, ici, ça nous dit que si on va faire cet encounter-là, ça nous coûterait rien faire notre premier pouvoir, ce qui permet certains effets vraiment puissants. Donc, vous commencez sur la map. Ici, on peut voir que en bas, vous avez la map générale de tous les encounters que vous avez à traverser. Donc, comme certains roguelikes, vous pouvez prévoir votre chemin selon ce que vous avez besoin d'aller chercher pour accomplir votre mission. Ici, on peut voir que sur mon chemin, on a un petit symbole d'épée, ça veut dire que c'est un encounter normal. Après ça, j'ai un livre ou un épée. Les livres, c'est pour monter vos skills de personnage, mais avec des challenge tests, donc vous avez des pourcentages des réussir ou des échouer. Si vous les échouez, vous avez des conséquences négatives. Si vous les avez, évidemment, vous avez les stats. Vous avez aussi ce symbole-là, qui est le Styx. Ça, c'est pour régénérer vos points de vie ou votre essence qui est dans le gros cercle ici, mais aussi si vous avez des traits négatifs parce que vous êtes allé sur un livre puis vous avez failé votre objectif, ben vous pouvez les enlever lors d'une visite à un Styx. Juste en haut, c'est le Sacrificial Altar. Vous pouvez y aller pour sacrifier un skill d'un de vos personnages pour y libérer un skill de plus d'avoir possible sur lui. Entre autres, les personnages commencent avec 3 skills, ils peuvent se rendre jusqu'à 7. L'avant-dernier symbole, c'est le Grim Reaper, qui est juste ici. Dans le fond, ce symbole-là, c'est lorsque vous y allez, vous pouvez dépenser les souls que vous avez récoltés. Les souls, c'est l'équivalent de l'argent dans ce jeu-là. Donc, avec les souls, vous allez pouvoir acheter des artefacts qui vont changer votre expérience du jeu ou directement des spells pour vos personnages. Et le dernier symbole serait celui-ci, qui est le symbole de l'élite. Dans le fond, c'est un combat beaucoup plus difficile que l'encounter normal, mais au lieu de vous donner une récompense qui serait entre 3 choix, à la place, il va vous donner 3 choix d'artefacts, ce qui est vraiment plus fort. Entre autres, ici, on peut voir que les 3 choix d'un combat, c'est d'activer des terreurs. Les terreurs, c'est les bonus que je vous ai présentés au tout début du jeu. On peut aller chercher un skill directement si on gagne le combat, ou encore aller chercher 56 armes, donc 56 de gold. Ici, sur le côté, vous allez pouvoir voir combien de vagues d'ennemis vous devez vaincre pour être capable d'avoir votre récompense. Donc, souvent, c'est d'éviter les deux, sauf si vous avez vraiment très besoin, parce que 2 encounters de suite peut vous coûter cher. Comme entre autres, vos points de vie ne se régénèrent pas entre les combats, vous devez absolument aller à un Styx. Donc ici, c'est l'interface d'un combat, entre autres du premier combat. Donc tout d'abord, encore une fois, vos points de vie et vos démoniques essences. Le bouton juste à côté, c'est pour activer vos cheats. Ici, vous avez vos 3 personnages à vous. Les effets qui vont pouvoir se mettre dessus vont s'afficher en dessous du personnage. La barre rouge représente les points de vie et la barre bleue représente les SP. Vous pouvez mettre quelqu'un hors d'état du combat s'il perd complètement ses SP ou s'il perd complètement ses HP. Donc, vous avez 2 façons de faire des dégâts, puis les 2 mènent à la mort, mais vous devez qu'il y ait une des 2 lignes qui atteint 0. Après ça, vous faites votre attaque. De votre côté, si vos personnages atteignent 0,
au lieu de perdre votre personnage, tous les dégâts que vous allez recevoir une fois que vous avez atteint 0 sont envoyés directement dans votre Demonic Essence. Si celui-ci atteint 0, vous avez perdu. À chaque tour, vous allez toujours voir ce que les ennemis vont faire une fois que vous allez terminer vos actions. Donc ça, on peut voir que cet ennemi-là va m'attaquer pour 5 de dégâts 2 fois. Puis cet ennemi-là va me faire un debuff. La flèche par en bas, c'est pour me dire qu'il va me faire un debuff. Si la flèche était par en haut, ça voudrait dire qu'il ferait un buff de son côté. Les petits cercles en dessous, c'est votre économie d'action. Vous avez 5 points d'action par tour. Certaines actions vont coûter 1, 2 ou 3 points. Et les actions dans le jeu sont aussi à utilisation unique, ce qui veut dire que lorsque vous utilisez un de vos skills, donc entre autres, si vous utilisez Black Mark sur un ennemi, vous allez lui faire entre 8 et 10 points de dégâts à son SP et vous allez lui mettre un état qui est Zombie 2 pour 2 tours. Ce que Zombie fait, c'est que ça transforme le healing que vous allez recevoir en dégâts à la place, donc c'est vraiment bon à mettre sur un ennemi. Mais si j'utilise Black Mark, je pourrais pas réutiliser Black Mark juste à temps qu'un de mes 3 personnages utilise la première habilité de leur ligne qui est une recharge plus. Donc, lorsqu'on utilise le premier carré, ça peut nous permettre de régénérer ses habilités et venir activer un effet supplémentaire. Entre autres, Dracula a le meilleur recharge de toutes les recharges. C'est pour 2 actions, 2 points d'action. Il régénère toutes les habilités de tous les personnages, compris lui-même, ce qui est vraiment bon, et finit par vous sauver certaines actions dans la partie. Et 4, tant qu'elle avait une petite fonction par rapport aux phases de lune, c'est pour ça que vous avez un passif de phase de lune. Dépendant la lune est en quelle phase, vous avez certaines habilités que vous pouvez ou vous ne pouvez pas faire. Elle est un peu plus difficile, évidemment, vous ne commencez pas avec elle. Je voulais aussi montrer que dans leur barre de points de vie, sont pas tout le temps identiques. Donc, entre autres, le Hierophant est à 18-18, donc peu importe vous avez quel type d'attaque, ça va être facile de tuer. Mais si vous regardez le Medium, la Medium, elle a 18 HP, mais 6 d'armure. Donc, elle va réduire 6 de dégâts sur ses HP, puis elle a 26 SP. C'est vraiment plus simple la target sur son SP quand elle a son buff, mais si elle a pas son buff, puis vous êtes capable en un seul tour d'y faire 19 de dégâts, donc 18 plus le 1 supplémentaire pour la tuer, mais dans ce cas-là, c'est mieux de l'attaquer sur son HP parce que ça vous en prend moins, mais dépendant des résistances aussi, vous pouvez vous faire piéger. Bref, des petites mécaniques qu'on a l'habitude de voir sur des roguelikes, mais ça, je l'avais trouvé le fun. Ce que j'ai trouvé moins le fun, par contre, c'est que rapidement, le nombre de HP puis d'SP des mobs deviennent vraiment hauts. Entre autres, vous allez facer des mobs qui ont 300 SP. Mais quand il y a 300 puis 300, vous pouvez pas vraiment séparer votre dégât. Vous devez faire une équipe qui va être capable de frapper sur une seule ligne vraiment fort. Mais vous allez tomber des fois sur des fights qui vont être immunisés à ce type de dégâts-là, qui vont tellement avoir des résistances grosses à ce type de dégâts-là, qui vont casser votre équipe. Fait que trouver des balances, j'ai trouvé ça un peu plus ordinaire que dans d'autres roguelikes. C'est pour ça que moi, je suis un gros fan de roguelite. Dans sa catégorie, c'est un 6.5, un 7. J'ai vraiment aimé le jeu, tu sais, j'ai joué une 30aine d'heures parce que c'est un type de jeu que j'aime beaucoup. Mais dans ce type de jeu-là, il y en a des meilleurs. Toutefois, si vous aimez la thématique un peu avoir des gens de l'Underworld, tu sais, on a Dracula, on a Hécate, on a des sorcières, des vampires. Quand vous avez des interactions, sont un peu plus dark. Fait que ce côté-là du jeu est vraiment plus le fun. Ça fait différent que de jouer l'aventurier. Au lieu de jouer l'aventurier, vous êtes le démon qui le poursuit. C'est quand même le fun. Donc ici, j'ai fait Exhaustion sur le Hierophant. Exhaustion réduit les dégâts de moitié que vous allez recevoir de l'ennemi. Donc on peut voir qu'au lieu d'être écrit 5 x 2, c'est maintenant écrit 2 x 2. Ce qui va me faire vraiment moins mal à tous mes personnages. Donc on peut voir en temps réel comment les choses vont changer. On peut voir aussi que quand il est à 0, c'est marqué vulnérable. C'est l'état dont je vous disais, il est pas mort encore, mais si je fais un seul skill de SP sur lui, il va mourir. Donc, si je choisis un skill rapide, chou, et il meurt, on passe à l'autre mob. Donc, c'est important de toujours essayer de trouver la balance entre avoir des skills et des effets qui vous permettent de faire mal directement à l'adversaire, puis aussi avoir des skills qui vont mettre des effets négatifs sur votre adversaire, parce que ces effets négatifs-là sont vraiment forts. Entre autres, diminuer de moitié les dégâts quand l'ennemi va vous frapper de 50, puis vous avez 35 HP, puis vous one-shot. Ben, descendre ça à 25 puis survivre, c'est vraiment le fun. Avant de quitter le premier combat, on peut voir que j'ai 3 habilités lorsque vous commencez sur chaque personnage et vous avez aussi 2 places libres. C'est des places dans lesquelles vous pouvez mettre des skills.
Quand vous allez à l'altar du sacrifice et que vous décidez de sacrifier un des skills que vous avez déjà, ça va libérer un des 2 carrés à la fin qui est bloqué ici. Donc, ça vous permet d'aller chercher encore plus de skills sur votre personnage. Donc, on termine le fight en la mettant vulnérable. On active la petite possession et voilà. L'adversaire est fini. Ce que je vais vous montrer, c'est que pour le premier combat, j'ai choisi skill. Et donc, une barre s'ouvre. Et dans cette barre, on peut faire une sélection. Déjà, on voit que une habilité qui est pour Dracula, puis 2 habilités qui est pour E4. On voit qui va être affecté par notre ajout d'habilité. On voit aussi combien ils coûtent, qu'est-ce qu'ils font, ils s'activent quand. Et s'il y a aucun de ces habilités-là qui nous intéresse, on peut toujours prendre rien pour nous rajouter 20 armes, donc plus 20 gold. Donc ici, je regarde Hellfight, je suis encore early. Il y a beaucoup d'adversaires, il y a 3 adversaires comme moi. Il y a des healers dans le team, il y a quelqu'un qui a aussi un cercle autour de lui qui me force à l'attaquer en premier, donc il y a provocation. C'est pas optimal pour le type d'équipe que j'ai. Donc, je vais vous montrer comment utiliser les Demonic Power. Déjà, on clique sur le Devil Mode. Donc, une fois que le Devil Mode est activé, vous allez pouvoir venir influencer directement votre combat. Entre autres, vous pouvez prendre la barre d'HP puis la diminuer à 0. Vous pouvez prendre la barre d'SP puis la diminuer à 0. Vous pouvez prendre un buff de votre adversaire puis le mettre sur vous. Vous pouvez prendre un de vos debuffs puis le mettre sur votre adversaire. Vous pouvez monter votre propre barre d'HP au max, monter votre propre barre d'SP au max. Puis toutes ces choses-là vont vous coûter un nombre de points de vie dépendant de l'action que vous essayez de faire. Donc, si vous essayez de prendre un buff qui a plusieurs tours puis qui est vraiment fort, ça va vous coûter plus cher. Si vous décidez d'enlever beaucoup de points de vie, ça va vous coûter plus cher que si vous enlevez, mettons, 30 points de vie. Donc, si j'enlève les SP à 0, on peut voir que ça me coûterait 0 essence parce que c'était ça le pouvoir de cette zone-là. Quand je vous disais que certaines zones avaient le pouvoir de coûter 0 à ton première action. Donc, si je décide de prendre leur tank, mettre ses SP à 0, puis de le tuer du premier coup pour pouvoir focus sur les 2 autres. C'est dans une des actions que vous pouvez faire, mais tout ce que j'ai nommé avant, vous pouvez aussi le faire. Ça va venir varier. Il est aussi important de savoir que vous pouvez utiliser votre cheat mode même lorsque vous êtes dans la map ici. Donc, si vous êtes dans un endroit et vous vous rendez compte que devant vous, il y a quelque part que vous voulez vraiment pas aller. Donc là, j'irai vers un livre. Si ça me tentait plutôt d'aller faire le combat ou d'aller voir le Grim Reaper, je pourrais cheater et faire un portail qui m'amène d'un endroit à l'autre et tout simplement aller exactement où je veux aller. Des fois, c'est bon de prendre ces points-là pour aller directement chercher ce qu'on a besoin pour mieux combo, parce que ne pas le faire peut vous mener à une situation où, comme je disais, vous allez trouver un fight qui va automatiquement vous causer votre perte. Dans le fond, vous allez avoir aucune chance de gagner. Donc, des fois, c'est mieux de les éviter. Allez vous booster en conséquence et se reprendre lorsque notre team est fin et prête avec les artefacts nécessaires et les skills nécessaires. Quand vous arrivez à un lieu de skill, vous avez ce menu qui s'ouvre et vous décidez lequel des héros s'en va pour la mission. Ça va vous écrire des bonus de base qui va faire si réussi la mission. Il y a certains objectifs plus difficiles lors de vos missions. Si vous décidez de les faire et vous les réussissez aussi, ça va vous donner un autre bonus. Donc, entre autres, on voit qu'E4 va gagner 15 points à son SP, puis 1 point à son Physical Damage. Donc, toutes mes habilités qui frapperaient en Physical gagneraient 1 dégât. Si on regarde la Lady juste en dessous, elle, c'est Mind of Steel, ça donnerait de la ruse et des SP aussi. Donc, la ruse, c'est les skills qui sont en dessous, dans la barre sociale. Chaque personnage a ses propres skills sociales, et c'est ce qui va venir influencer vos chances de réussite lorsque vous faites un evil. Donc, ici, on peut voir que je peux identifier le body pour 50% de chances de succès, ou je peux juste le rechercher d'un coup. Le problème, c'est que s'il y a des traps dessus et que je le recherche d'un coup, je vais avoir l'effet négatif. Si je l'identifie et ça me dit que c'est positif et que je le recherche après, je m'assure que c'est positif. Tu peux activer le Devil Essence et monter tes pourcentages. Donc ça, on a pu voir que pour monter de 30% mes chances de succès, ça me coûtait juste 5 HP, ce qui est pas grand-chose. Et ça m'assure automatiquement mes chances de succès. 80%, c'est beaucoup. Donc ici, je réussis. Et ça me dit que lorsque je regarde le corps, je vois que c'est un Sanctuary Lumen fanatique et que ces choses ont été purifiées. Donc, ils sont pas d'intérêt pour moi, c'est mieux que je ne les prenne pas. Comme je sais qu'ils ont été purifiés et que ça me tente pas de les prendre, je peux examiner le corps encore une fois, je peux détruire le corps et ses possessions, ou exposer le corps pour mes ennemis. Donc ici, en plus d'avoir mes bonus, j'ai eu les activations qui viennent se placer dans la map pour me donner des boosts si je vais. Donc ça, c'est l'event de Styx Fontaine. Il suffit de cliquer sur le Styx Fontaine et ça va vous proposer 2 choix. Soit d'enlever un négatif trait pour chaque disciple ou récupérer 20 essences. Comme à ce moment-là, j'avais juste dépensé 5, j'ai décidé d'enlever un trait négatif sur chacun de mes disciples. Comme j'avais 2 personnages avec déjà des traits négatifs, je perds mes 2 traits négatifs
toujours optimal. Ça, c'est la Sacrificial Stone. Il suffit de cliquer dessus, vous choisissez votre personnage, vous choisissez le skill que vous voulez enlever, et vous faites confirmer, ça l'enlève et ça vous en développe un nouvel emplacement pour en mettre un. Quand vous avez 3 fois le même skill, donc là on peut voir que j'ai sacrifié le doublon de celui-ci, mais si j'avais 3 fois le même, il aurait fusionné ensemble puis il aurait monté de rang. Vous pouvez monter jusqu'en rang 2 et rang 3, et chaque rang du spell va soit diminuer son coût pour le faire, augmenter ses dégâts, avoir plus d'effets dessus. Bref, c'est toujours bon d'essayer d'y fusionner. Toutefois, ce skill-là n'est pas un de mes meilleurs, donc j'ai décidé de le sacrifier pour m'avoir un endroit supplémentaire. À chaque fois que vous terminez un petit chapitre, ça vous donne un nouveau boost dans la map, ainsi que ça vous donne un artefact à choisir. Donc ici, c'est des artefacts, comme on peut voir, il y a le visage de Dracula, donc c'est un artefact qui est juste utilisable par Dracula. Et si il n'est pas indiqué, c'est que c'est un artefact qui va être utile pour n'importe quel de vos personnages, tant qu'il fait la condition écrite sur l'artefact. Quand on ouvre la place du Grim Reaper, vous allez toujours avoir 3 choix d'artefacts que vous pouvez acheter. Et par la suite, vous allez avoir 3 spells que vous pouvez acheter par personnage que vous avez. Donc ici, son rang 1, lui est rang 2. Puis si le contour était doré, ça serait un rang 3. Et vous pouvez aussi cliquer sur cette main qui vous permet de prendre n'importe quel skill que votre personnage a, le rendre inaccessible juste à temps que vous retrouvez un autre Grim Reaper. Mais le Grim Reaper va vous donner la version évoluée du skill que vous lui avez prêté. Et évidemment, plus vous avancez, plus les rewards vont être bons. Donc, rendu à quelques minutes dans le jeu, déjà, vous allez avoir des skills mauves offerts à chaque fois. Quand vous allez encore plus loin, vous allez avoir des skills jaunes, donc légendaires, offerts à chaque fois. Comme il n'y a pas beaucoup de variété dans les evens dans ce jeu-là, ou encore dans les artefacts que j'ai pu voir en date, il se crée un sentiment où la répétition est moins volontaire que ce qu'on aimerait avoir dans un roguelike. Souvent dans ces jeux-là, moi, ce que j'aime, justement, c'est pouvoir jouer 1 heure par jour, à tous les jours, si ça me tente, d'avoir une expérience qui est, oui, similaire dans la stratégie, mais complètement différente dans mes choix, selon les artefacts que j'ai eus, selon le chemin que j'ai à prendre. Mais je trouve qu'avec juste 5 variétés de choses, ça rend ça très rapidement redondant. Le type d'ennemi varie vraiment pas beaucoup non plus, ce qui rend l'expérience du jeu encore plus redondante, puis la structure des équipes. Rapidement, vous allez voir que 2-3 compositions qui sont beaucoup plus optimales que le reste, au point où ça vaut presque pas la peine de faire les autres. Ça aussi, j'aime moins ça. J'aime ça pouvoir prendre n'importe quel héros selon comment je file aujourd'hui. Puis ici, je vais vous montrer le fight de la fin qui m'a éliminé. Enfin, ici, on peut voir que The White Lady est rendue vulnérable et que je vais recevoir 19 de dégâts en SP. C'est pour ça que le petit icône ici, ça veut dire que pour l'instant, le coup est mortel si je peux pas changer ma condition. Et comme je peux pas changer ma condition, comme lui, il frappe de 19, mais quand elle a fait son coup de 19, les coups sont allés dans mes points de vie. Et ça a terminé la run. Évidemment, dans un roguelike, la défaite est pas grave. Entre autres, ce jeu-là, il y a une petite joke de on cheat la mort, donc vous êtes vaincu, vous activez votre Demonic Power pour cheater une dernière fois, et vous revenez à la vie. À chaque run, dépendant où vous êtes rendu, vous allez faire de l'XP, et ça va vous donner des niveaux. Chaque niveau va vous donner des nouveaux artefacts, des nouveaux bonhommes, ce qui va venir changer un peu vos playthroughs. Donc, tu sais, ça reste un roguelike, les éléments le fun sont quand même là. C'est juste qu'on va être tous d'accord. Si vous avez joué à beaucoup de ceux-là, il y en a des meilleurs, mais si vous lui l'avez pas encore essayé, je vous invite quand même à l'essayer. Il est vraiment pas cher. Il va vous occuper un bon 25-35 heures facilement. Puis si vous n'avez pas, c'est un bon entrée de jeu pour les roguelikes, parce qu'entre autres, vous pouvez tricher. Ça vous permet d'apprendre certaines mécaniques simples de répétition, puis super bon pied d'entrée. Donc 6.5, 7 globalement dans cette catégorie. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et on se voit sur une autre analyse. À plus tout le monde!